Cette émission vous est proposée grâce au fantastique, magnifique et superbe soutien d'El Pouillou, Chevonne, Tot et Carotte. La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Et bonsoir, on avait réussi notre accroche d'entrée. Et la faute, le raté, comme ça, sur un lancement de jingle, c'est... Allez, merci quand même, Pépier. Bonsoir à toi. Bonsoir Thio. Et bon, je suis content quand même que tu sois là, que tu tiennes la baraque. Bonsoir Tizak. Bonsoir, j'aime bien tenir le micro comme ça a un petit côté, je suis en concert, tu vois. Et oui, parce qu'il partage le micro ce soir, parce que nous avons deux invités. Nous recevons ce soir l'association À l'ombre. Plus un. Et toi, et moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est À l'ombre des bulles que nous recevons ce soir, donc avec Laurie et Florian. Bonsoir. 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 Et vous avez vu, ils sont deux. 1 plus 1, c'est ça. Mais on n'est pas Grégoire. Non, sinon je me casse. Oh non. Ok, ça met dans l'ambiance dessus. Donc, Tizak, tu chantes pas ce soir. Ouais, mais si je chante pas, je sers à quoi? Ah merde, non, si t'as amené le vin. Déjà, voilà, c'est pas mal. ça. Oui, c'est vrai, mais maintenant que le vin est là, on n'a plus besoin de lui. On va faire une émission plus courte pour une fois. Ne dis pas trop vite, parce qu'il serait capable de repartir quand même. Non, si vous me cherchez, je reste. Oh merde. Ok, alors ce soir, de quoi on va vous parler? Eh bien, on va vous parler déjà de À l'ombre des bulles, donc, qui est une association qui... En fait, pourquoi c'est moi qui en parle? Non mais c'est vrai. À l'ombre des bulles, en fait, c'est quoi votre association? Alors, comme vous pouvez l'imaginer avec le nom, hein, c'est une association qui est spécialisée dans le 7e art, la promotion du 7e art. Nous avions commencé au départ à faire... non, le 9e art, qui se moque de moi. C'est ça. Alors, le 7e art, c'est quand c'est en solde. Hein, Voilà, c'est au moment voilà, des soldes, parce que nous, ça... on est un peu cheap, donc du coup, voilà, on est parti sur le 7e art. Mais en fait, non, je vous explique, je suis très malade, donc j'ai quand même participé à l'émission, mais le niveau mental n'a pas suivi. Donc je suis à moins 2. C'est la cour des miracles. Voilà, on est à moins 2, donc on est au 7e art. Donc on promeut la bande dessinée sous toutes ses formes. Au départ, on était un peu plus spécialisé dans le franco-belge, mais maintenant, À l'ombre des bulles, c'est plutôt le comics, parce qu'on trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans notre belle région. Donc on fait des événements divers et variés, mais on espère de qualité, avec des dédicaces en librairie, des rencontres avec les auteurs, des participations dans des festivals où on monte des pôles comics, et voilà, des expositions, tout à fait. Et des jeux où on peut gagner des trucs, je crois aussi, non? Tout à fait, on essaye à chaque fois d'animer un petit peu les événements en faisant des tombolas ou des jeux, ce qui permet aussi à l'association de fonctionner, hein, puisqu'il faut savoir qu'on est tous bénévoles à l'intérieur. Donc ces petits jeux avec la participation souvent des artistes qui viennent, puisqu'ils nous donnent des dessins à gagner généralement, ou alors des éditeurs comme récemment Vaillant, nous permettent de à la fois faire plaisir aux spectateurs et aux visiteurs de nos événements, et de faire fonctionner un petit peu l'association pour pouvoir proposer des événements gratuits, ce qui est notre credo principal. Donc voilà, donc c'est ça, c'est nos invités de ce soir. Donc À l'ombre des bulles, on va un petit peu plus les questionner ensuite. Ils vont être obligés de nous raconter leur vie, leur plus beaux moments en bande dessinée, leurs pires galères aussi. Et il y en a. Et je crois que tous ceux qui font un peu de la bande dessinée il y a toujours des galères, ça c'est un truc classique. Et après, donc on aura Pied qui va nous parler de alors je sais pas comment dire ça, le lien entre la géographie et la bande dessinée, entre la nationalité et la bande dessinée. Quelle est la nationalité de la bande dessinée? Bon Attention. sujet. Ouais, c'est ça. C'est beau et bien dit. Ouais, hein. Avec le concours du Front National. C'est Oui, parce justement, que, au tu niveau as- de la bande dessinée française. métier. C'est même plus franco-belge, c'est franco-franco, là. Voilà, et ensuite, je vous ferai un petit sujet sur est-ce que la planche est une œuvre d'art. On en reparlera ensuite. Voilà donc 3 sujets. Et on va donc tout de suite commencer avec À l'ombre des bulles. Alors, comment s'est créé votre asso, en fait? Elle est partie de quoi?
Alors, je me permets de répondre parce que je suis la membre la plus ancienne de l'association. Elle n'a pas de cheveux blancs, elle n'a pas non plus du poil à la barbe, etc. hein, Ouais, c'est- bizarrement, je suis la plus jeune quand même, hein, mais je suis celle qui est là depuis le plus longtemps puisque je suis à la base de la création de l'association. C'était tout simplement un projet étudiant. Comme il s'agit beaucoup dans le sud, je devais monter pour mes études un projet à vocation touristique, culturelle, etc. Et j'ai eu la chance de tomber sur d'autres personnes qui voulaient créer une association sur la bande dessinée. Donc je leur ai proposé de faire partie de l'aventure et de créer comme premier événement, ça va rapprocher un petit peu avec la nationalité, etc. La bande dessinée en Provence. Donc le tout premier événement Dans l'ombre des bulles, ça a été ça. Et depuis, en fait, la composition des membres ont changé, les goûts des membres ont changé, et au fur et à mesure des années d'existence, on s'est un petit peu plus spécialisé dans le comics. Ça fait depuis 2011 qu'on est créé, donc effectivement, les goûts et les couleurs, ça change un petit peu. Donc voilà là à peu près où nous en sommes pour l'instant. Et au début, vous étiez vraiment axé, donc, ce qu'on dit le franco-belge. C'était une question de goût, parce que ça collait avec le projet touristique, j'ai envie de dire. Alors un petit peu des deux tout simplement parce que la plupart des membres à cette époque-là, il y avait une dizaine de membres dans l'association, étaient plus amateurs de franco-belge. Et aussi par facilité pour créer des événements, c'est plus facile de toucher des auteurs qui sont soit de la région ou même du même pays quand on démarre une association que aller se présenter à l'international. Bonjour, hello, would you want to... Et voilà, donc ça a été un petit peu des deux. C'est vrai que l'anglais avec l'accent provençal, c'est pas évident. Oh yeah. En très Écosse, fashion, peut-être quoi. que ça peut marcher. Ouais, il faut rouler un peu les airs et boire un peu plus de bière, mais ici on est trop au pastis comparé à l'Écosse. Donc c'est pour ça qu'on est resté au début sur le franco-belge. Et ensuite, voilà, je disais que ça a évolué par rapport au goût des membres. Vraiment, au début, c'était quand même de la facilité et ce qui nous plaisait. Et puis, on s'est adapté parce que être dans une association, ça demande quand même pas mal de temps. Et si c'est pour parler et faire des choses qu'on n'aime pas, c'est généralement moins motivant. Donc, on s'est axé sur tout simplement le goût des membres, ce qui fait qu'on est dans le comics actuellement. Et puis c'est ce qui a permis un petit peu de lancer la machine, de se faire les premières expériences en travaillant sur des projets franco-belges, notamment pour les 20 ans de la série Les Holoden. C'était un gros événement pour les premières années de l'assaut. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, mais bon, des événements BD, des festivals, des expos BD, dans le Sud, il y en a plein. Moi, à la base, je lis de la BD franco-belge, du manga aussi, mais avant tout du comics. Je suis tombé dedans à l'âge de 10 ans. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de lancer des événements comics dans le Sud? Il n'y a rien. Il y en a à Paris, il y en a à Lille, il y en a à Toulouse. À l'époque, la Comic Con n'existait pas encore. Donc, on s'est dit, mais il y a à Lyon. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un petit peu cette tournure au bout de quelques années, en se disant, allons-y, quoi. Et du coup, en fait, au niveau organisation maintenant, qu'est-ce que vous faites exactement comme manifestation sur la région ou, On fait principalement 3 typologies d'événements. Des dédicaces dans des lieux, donc librairie, toy shop, donc dédicaces avec des artistes comics, des expositions d'œuvres originales, donc sketch, commission, planches, des expos qui sont à la fois pour le grand public, où on explique un petit peu la genèse des personnages papier, parce que le grand public connaît avant tout les films? Les films, exactement. Et on est là aussi pour un petit peu rappeler d'où viennent ces personnages-là. Donc, on raconte ces histoires-là. Et en même temps, on présente des illustrations d'artistes assez connus.
de l'univers du comics, pour aussi pour le plaisir des yeux, et puis pour les fans, quand les fans voient tout un panel sur Hellboy avec du Del Otto, du Finch, du J.J. Jones, j'en oublie, vous voyez, du Bermero, enfin Voilà. plein d'autres, donc ça fait un petit peu vibrer le cœur des fans. Ouais, c'est clair. Et nous, on aime faire vibrer le cœur des fans. Ah bah c'est vrai que nous, on vous a rencontré la première fois, c'était sur le festival des Calanques et des Bulles, avec justement les expos que vous avez fait. Et c'est vrai que tu passes un petit peu de temps un petit peu en train de baver devant quelques planches, quoi. Tu fais, est-ce que si je la prends et que je pars en cours La avec sécurité n'est pas terrible au festival. Je pense que tu C'est devrais ce pouvoir que t'en j'allais sortir. dire. On nous a beaucoup menacé de vol, d'ailleurs, sur pas mal de nos œuvres, sachant que ça vient de Tu vois, connexions personnelles en Comme ils plus. ont beaucoup de menaces, ça veut dire qu'ils peuvent pas savoir qui le fera. Qui le Donc, on peut fera, y aller. exactement. Non, mais on est teigneux et puis on a des connexions dans les quartiers nord, donc faut pas déconner. Hein. Le premier artiste de comics que vous avez fait venir, c'était un artiste français. Vous avez tout de suite attaqué un artiste d'un autre pays. Parce que c'est vrai qu'on imagine comment est-ce qu'on trouve les coordonnées, où est-ce qu'on va chercher tout ça, comment est-ce qu'on se renseigne, quoi. Alors non, le premier artiste comics qu'on a eu énormément de chance, c'était Mahmoud Asrar, donc qui n'est pas français, qui est turc d'origine. Et en fait, des fois, il faut y aller au culot, hein, tout simplement. On n'avait pas de connexion particulière avec lui. On a eu juste une chance extrême de tomber sur un artiste très généreux qui a accepté de venir pour une association qui se lançait vers le comics et qui justement est venu et nous a dit puisque je suis votre premier invité, on va faire un événement dont les gens se rappelleront. Donc c'était à la Bédérie à Aix-en-Provence et effectivement, donc comme j'expliquais au départ, nous on essaye de faire des événements gratuits. Donc on essaye de faire comprendre aussi ce concept aux artistes comics qui ne travaillent pas forcément sur des dessins gratuits pour le public, mais plutôt sur des commissions. Là, Mahmoud a accepté donc de suite de faire des free sketch, des dessins gratuits pour le public, mais qui par contre avaient un niveau de commission. Il nous a dit c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais là pour vous et pour vous aider à vous lancer, ça vaut le coup d'essayer. Ça vous a aidé à avoir des contacts ensuite avec d'autres artistes? Ça a lancé la machine? Ou il a fallu recommencer à chaque fois avec au culot? Oui, c'est à chaque fois on repart un petit peu à la base. Alors on commence à avoir un petit peu des connexions par le réseau des artistes. Par exemple, quand on a invité Ildir Sinar, il est très ami avec Mahmoud Asrar, donc ils en ont parlé. Donc petit à petit, il y a un petit bouche à oreille, mais tous les artistes discutent pas forcément entre eux, et du moins de festivals ou conventions où ils vont non plus. Mais oui, en gros, à chaque fois, on repart un petit peu à la base. Alors à une exception près, c'est que nous on se déplace pas mal dans les autres festivals de France pour aussi s'inspirer, voir ce qui se fait, et parce qu'on aime ça, hein, tout simplement, on aime rencontrer les artistes, on est des fans à la base. Donc souvent aussi on établit des contacts pendant les événements où on rencontre les artistes, ce qui permet de plus facilement après reprendre contact et leur dire vous vous rappelez de moi, on en avait parlé, est-ce que ça vous intéresse, etc. Donc voilà, il y a plusieurs manières en fait de faire. Et au niveau de vos contacts, justement, vous passez toujours en direct avec l'auteur ou maintenant les maisons d'édition, les agents, entre guillemets, en tout cas des contacts auprès des éditeurs qui gèrent ça On est toujours passé en direct avec les artistes, tout le temps. Comment dire ça gentiment. Les fois où nous avons tenté, en tout cas pour la partie comics, ça a été un échec. Donc le plus simple, c'est de contacter directement les artistes. Pour l'instant, on n'est pas passé encore par les agents, puisqu'on n'en a pas eu besoin. Et comme on n'a pas encore fait venir d'artistes directement des États-Unis, enfin du Canada, mais pas des États-Unis, donc de gros artistes type Jason Fabok ou quoi, on n'a pas encore eu besoin de passer par les agents.
Là, sur les invités que vous avez fait venir au Festival des Calanques et des Bulles, j'ai remarqué qu'ils sont, je crois, 3 sur 4 avec avoir bossé avec Jason Aaron. Vous n'avez pas un truc, une histoire de faire venir un scénariste? Je sais que les scénaristes en dessin, c'est pas souvent intéressant, mais Jason Aaron, quoi. Merde. Oui, c'est effectivement une réflexion. En fait, faire venir un scénariste, c'est super intéressant. Je pense que c'est intéressant dans le cadre d'un festival un peu plus gros avec plus d'artistes. Là, on est limité à un panel de 4 artistes. Donc, c'est vrai qu'on préfère prioriser les dessinateurs. C'est la rencontre la plus simple pour la majeure partie du public. Il y en a qui parlent pas très bien anglais, pas du tout, qui sont pas à l'aise. Donc, le souvenir est plus marquant et c'est plus simple pour les gens. Mais c'est vrai que faire venir quelques scénaristes, Jeff Lemire, par exemple, aussi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. À la tienne. C'est quelque chose qui nous ferait envie dans l'avenir. C'est super gentil de ta part, mais j'ai même pas mon verre, en fait. Je te l'ai amené, chérie. Il est là. Ah, je pensais que c'était celui de... Par contre, les invités, non, ils ont pas de verre, ils ont des tasses de thé. Les invités, ils sont à la tisane. Nous, on est à la tisane, quoi. C'est un scandale. Et, par contre, petite remarque aussi, si on a déjà eu un scénariste, il me semble, puisqu'on a eu Yann Bousby, qui est scénariste sur les comics des Simpsons et de Futurama. Donc c'est vrai qu'il était accompagné de Pia Guerra, donc qui est une notoriété de dessinatrice très reconnue puisqu'elle a eu un Eisner Award et que sa série Why the Last Man est quand même voilà comme comme Piofé voilà au pinacle de ah non, elle est vraiment dans son elle est vraiment en fait dans son étagère. Donc voilà du coup on a remarqué effectivement que le public demandait plus de dessins, etc., mais qui s'intéressait aussi au côté scénariste. À droite. Donc là, ils sont perturbés. Il y en a un, apparemment, il connaît. Il est en train de chercher les Wild Last Man, et le truc qu'il regarde, c'est un truc de cul, tu vois. Voilà. Donc en fait, il y en a un, il sait pas du tout qui c'est, Pia Guerra, Why the Last Man, ça lui parle pas du tout, en fait. C'est pour non, mais ça. c'est Isaac, faut pas lui en vouloir. Il nous fait rire. Mais je crois qu'il sait pas lire, en fait. C'est pour ça qu'on parle de BD. Pouce de bambou, lui, c'est sa spécialité. Ah, d'accord, avec plus d'images et moins de texte, d'accord. Même ceux qui n'ont pas du tout de texte, quoi, c'est plus pratique. Donc voilà, on a quand même eu un scénariste qui est venu. La rencontre pour nous était super intéressante. C'est vrai que voilà, par contre, se pose le problème parfois de la langue, autant pour l'artiste que aussi le public, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui parle des langues étrangères, et pour pouvoir aller sur ce côté intéressant du scénario, il faut pouvoir parfois approfondir, et c'est là que ça peut poser souci. Oui, puis c'est pas toujours des langues étrangères vraiment réputées, on va dire, entre guillemets, parce que espagnol, italien, on peut toujours se démerder à peu près, mais alors turc, serbe, ça commence à être un petit peu plus chaud quand même. Et pourtant, Mahmoud Asrar, première dédicace, on a quand même une personne qui est arrivée et qui a parlé en turc avec lui pendant toute la dédicace. Bon, certes, sa femme est turque, ça l'a beaucoup aidé, et depuis, il est devenu membre de l'association, parce qu'on s'est dit, tiens, bien. Mais voilà, ça peut arriver. Donc, vous avez un traducteur. C'est génial. Voilà. Et à nous tous, on essaye un petit peu, justement, de varier les langues. On parle pas tous les mêmes langues. Donc, tant qu'on n'invite pas, je sais pas, moi, un Swahili ou quelque chose comme ça devrait aller. Swahili, ça peut se tenter, ça. Ou un mec qui te parlera en aramé. Hein. Ah ouais. Alors, du coup, quel serait pour vous l'invité dont vous rêvez, quoi, le truc ultime, le jour où vous l'avez... Alors ça... Pas en tant que fan d'aller le voir, mais vraiment le mec, vous le faites venir. Alors ça, c'est la question qu'on se pose à toutes les réunions de l'asso, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes goûts, donc on a tous chacun un petit peu ses marottes. Vous savez que Dave McKean est anglais. C'est pas très loin, l'Angleterre. Moi, personnellement, ce serait Jack Kirby. Ouais. Ah ouais, mais il faut acheter une pelle, quoi. Avant, c'est plus possible, il se déplace plus. Il a peur en avion. Là, j'allais dire, ou alors c'est une bonne Madame Irma, mais... Maintenant, il est remplacé par Philippe Risoli sur les festivals, c'est vous qui voyez.
Donc, pour répondre un petit peu plus sérieusement à la question, moi, par exemple, je suis une très grande fan de l'univers d'Hellboy et du Mignola-verse. Donc, voilà, effectivement, je l'ai rencontré il y a pas longtemps À Monaco. à Monaco, comme tous les grands fans qui se sont qui se sont précipités là-bas, Qui se sont fait chier. qui n'ont pas pu beaucoup parler avec lui. Je pondère les propos de mon collègue. C'est mon rôle, hein, principalement dans l'association. La rencontre a duré 30 secondes, chrono. C'est vrai, avouons-le. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le faire revenir. Et le temps d'attente? Alors nous, on est parmi les plus chanceux, on était dans le groupe de premiers à Et passer. c'est des rencontres la monégasque, faut payer ou... Non, l'entrée est gratuite, donc ça c'est cool. Par contre, effectivement, c'était 30 secondes par personne, avec pas trop la permission de parler à l'artiste, très très vite, faire une signature, et puis tu te barres fissa, quoi. Mais alors, pour Mignola, j'ai l'impression que niveau dédicace, etc., c'est pas trop son trip, qu'il fait tout le temps les mêmes choses. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Là, par exemple, j'ai un bouquin Je vois lequel c'est que tu veux qui parler. s'appelle... Zut, je sais plus. C'est un bouquin qui avait voyagé, un grand Il est à carnet de côté de voyage. Wise de la semaine. Ouais. À côté du bouquin Non, pendant. Non, c'est toujours pas celui-là. C'est pas toujours facile. C'est un bouquin qui était un carnet de voyage. Il doit être de l'autre côté, là. Dans Ouais, c'est un l'étagère. format à l'italienne. Voilà. Où c'était un carnet de voyage qui s'était baladé, qui passait dans les plus grands artistes. Il y a Miyazaki, entre autres, Peter de Sèvres, beaucoup d'artistes. Et il y a un dessin de Mignola, mais on a l'impression que c'est le truc qu'il a fait. Qu'il a fait dans les chiottes ou Vite fait, vraiment pressé juste avant d'y c'était- aller, quoi. Quand tu vois les artistes géniaux qu'il y a dans ce carnet, donc là c'est une reproduction du carnet original qui doit être. Tu te dis, bah c'est un peu dommage parce que on sait qu'il peut mieux faire, quoi. C'est voilà. Ben, après, honnêtement, je sais pas, parce que la rencontre, encore une fois, a duré 30 secondes. Mais j'ai l'impression qu'il est assez timide, plutôt réservé. Donc c'est vrai que déjà c'est pas évident, surtout quand on est rushé par le temps et par les organisateurs qui sont à côté de toi pour te dire dépêche-toi. Après, pour avoir des sketchs pendant cette convention-là, vu le nombre de personnes et l'organisation qu'il y avait, c'était même pas pensable. C'était que des signatures. Mais le principal, c'était surtout de pouvoir rencontrer quelqu'un comme Mike Mignola. Et ben voilà. Ouais, tu l'as rencontré, mais c'était fugace, quoi. Ben moi, j'avoue que je me suis permis un petit peu de passer outre le de l'organisatrice gênée derrière parce que je commençais à lui parler puisqu'on avait réussi en fait à discuter un petit peu avant sur internet avec lui. Donc j'ai parlé du dessin justement en question dont on parlait sur internet. Donc je pense que j'ai eu une rencontre déjà un petit peu plus profonde que 99% des personnes qui sont venues effectivement à cette convention-là. Donc c'est pour ça que moi personnellement, en étant une grande fan du bonhomme, ça serait lui que je ferais venir. D'autres membres, par contre, je pense à Laurent qui a une marotte sur Del Auto. Voilà, chacun a ses goûts aussi. Moi, ça m'a fait l'effet d'une éjaculation précoce. C'était rapide. C'était sympa, mais un peu rapide. Tout à fait. Ouais, voilà, il y en a qui ont fait ça et il y en a voilà, qui ont fait... Voilà, c'est le Sketch Travel, le bouquin. Je vous recommande franchement, si vous aimez les belles illustrations. Dedans, il y a du Allary, du John O, du Mignola, Et effectivement, il nous a montré pendant qu'on parlait, ce qui nous a un peu déconcentré. C'est peut-être pour ça que notre discours est décousu. L'ouvrage est magnifique. Mais pour revenir aux artistes qu'on aimerait, qu'on rêverait de faire venir, donc je ne peux pas parler au nom de tous mes collègues, mais quelqu'un comme Steve Epting, Oui. par exemple, moi j'adorerais l'inviter. Attends, Steve Epting. Faut le situer parce que là, moi, je l'ai pas. Zut, je pense à CrossGen. Il Alors, a fait des trucs sur CrossGen, non? alors Ça y est, peut-être... là, on en a perdu plein. Peut-être, là, je pourrais pas te dire, mais il a longtemps dessiné Captain America avec Brubaker. Il a fait des choses incroyables. Et puis Velvet aussi, donc publié chez Delcourt. Il y a que 2 tomes qui sont sortis. Ils sont un petit peu lents à produire, mais en même temps, quand on voit la qualité des planches, c'est magnifique. C'est magnifique. Quelqu'un comme Michael Lark
aussi, qui a un style un petit peu proche de d'Epting. Et voilà, je rêverais Oui, des styles d'encontrer. un peu réaliste, qui colle bien je dirais Ouais, qui colle bien un côté un peu noir, quoi. Ouais. Mais après, ça, c'est mes affinités personnelles. John Williams 3 aussi. Donc, c'est le grand écart, Scotty Young. Enfin, Ah oui, je plus sois pour Scotty Young. Ouais, je valide aussi. en fait, on aurait du mal à choisir John un Williams artiste. 3, John Williams 3. Oui, mais en fait, voilà, après, c'est sûr que c'est toutes les personnes d'une asso, chacun va avoir son petit goût particulier, et va dire, ouais, lui, franchement, je serais Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on parle de pointure de ce niveau-là. On est quand même une association où on n'est que des bénévoles, on est régionaux, etc. On n'a pas une notoriété comme peut avoir des événements comme le TGS qui sont portés aussi par Paul Renaud, donc c'est plus facile pour inviter des artistes. Donc sans compter pour aussi, après même sans compter, sans parler de la notoriété, c'est aussi le budget, quoi. voilà, déjà rien qu'on parle faire un trajet Los Angeles-Marseille. Voilà, voilà. on était déjà très heureux de pouvoir accueillir Pia Guerra et Yann Bousby, de les faire venir du Canada quand même. C'était une belle édition. Donc voilà, on a plein de rêves et on espère pouvoir en réaliser au moins un ou deux. Ça serait pas mal. Et là, du coup, pour les artistes que vous faites venir à Des Calanques et des Bulles cette année, c'est des personnes que vous avez pris en contact il y a combien enfin, ça se prépare combien de mois à l'avance? C'est d'une année sur l'autre? C'est un travail de longue haleine? Oh, ça fait 4-5 ans qu'on est en contact avec eux. Putain, la vache! Non, ça nous est arrivé pour quelques artistes, c'est vrai, mais pas pour eux. Non, j'ai bien joué la surprise, Tisa. Qui fait pas le style le gars blasé, quoi. Le mec, il est en train de jouer sur son ordinateur. L'assaut, elle a 6 ans, ça fait 12 ans qu'on est en contact avec les mecs. Mais ils étaient fans avant. Ça fait 28 ans qu'on les travaille au corps. Ah ouais, quand même. Ouais. Ils n'avaient pas encore commencé dans l'industrie que déjà on était dessus, quoi. Ouais, mais ça, c'est le flair, ça. Ça C'est à ça qu'on voit qu'on est une bonne asso. En fait, ça dépend des artistes. Il y a des artistes où on les contacte, ils nous répondent oui, et hop, le truc est fait en quelques semaines. Il y en a, c'est un peu plus long. Il y en a certains qu'on a travaillé au corps pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans. Je vois de qui tu parles, 3 ans. Il y en a eu 2. Oui. Enfin 3 du coup. Mais eux, alors Adrien qui s'est chargé de la programmation, parce que rendons à César ce qui lui appartient. C'est Adrien donc qui fait partie de l'asso qui s'est chargé de la programmation, et Julien aussi pour Pasquale Ferry. Ils sont sur la progra depuis décembre. Les 2 premiers noms, RM Guerra et Pasquale Ferry, sont faits de suite. Ensuite, voilà, on essuie des refus, des non, des peut-être. Des oui, mais après on répond plus. Aussi. Je sens que vous avez une petite liste que vous n'osez pas donner. Mais... Ah, si vous voyez nos petits papiers, vous seriez étonnés. On verra ça off. Mais c'est le jeu. Voilà. C'est déjà une chance d'avoir des artistes qui acceptent de venir dans les conditions que l'on propose, en faisant du free sketch pour le public, etc. On peut comprendre aussi, on connaît le rythme de l'industrie du comics, on connaît ce que c'est que de se voir prendre un week-end pour faire des dessins gratuits. Voilà, c'est quand même de la générosité de la part de certains artistes de venir. Pour rappel, l'industrie du comics, c'est du 22-24 planches par mois. En rythme normal. Quand on est célèbre, on peut en faire moins. Mais sauf si on s'appelle John Romita Jr. Tu veux dire qu'on peut faire que des croquis et faire finir le travail par l'encreur et le coloriste? Monsieur est médisant. Il a des avis très tranchés. Ouais, je vois ça. Moi, j'aime bien John Romita Jr. Merde. C'est parce que je suis fan de Daredevil et donc forcément, à l'époque, il avait peut-être pas... Ah oui, non, mais à l'époque, à la grande époque de Dédé, oui, c'était pas pareil. Mais j'avoue que John Romita Jr. a eu des albums où on sent qu'il était plus ou moins motivé. Ça, et ça se voit. C'est joliment dit. Ouais, c'est vrai, je me suis perdu dans ce que je racontais comme... Tu parlais du rythme de l'industrie. Donc ils font du 22-24 planches par mois, et qu'en général, quand ils se déplacent pour un festival,
c'est du temps en moins qu'ils ont à consacrer à leur truc et du retard derrière. Je pensais par exemple aux venues de Charlie Adlar pour le festival d'Angoulême quand il a fait des venues en France, où il expliquait assez clairement que il avait intérêt à avoir des planches d'avance parce que sinon ça le foutait dans la merde. Parce que lui, Charlie Adlar, il fait ses 24 planches par mois. Bon, il se fait aider depuis quelques temps dans les derniers, mais c'est quand même un sacré taf. Si vous nous présentiez un peu les artistes que vous avez invités là pour le festival, parce que c'est vrai que on les connaît pas forcément. Moi, j'avoue, hein, j'ai dû me renseigner un peu pour savoir qui ils étaient, sachant que j'avais déjà vu à peu près le dessin de tous dans un album ou l'autre, parce qu'on retient pas tous les artistes et effectivement souvent. Quoi ? Pipier, tu retiens pas tous les noms ? Alors dans Toi, ouais. toi, le Wikipédia du comics et de la bande dessinée ? Dans le comics, le problème, c'est que beaucoup d'artistes, je les découvre dans des fill-in, donc des petites BD où ils font 3-4 planches parce que le dessinateur principal est à la bourre ou un truc comme ça. Il y en a plein qui débutent comme ça et dans leurs invités, souvent, c'est des artistes que j'ai pu voir il y a très longtemps, mais vu que j'ai un peu arrêté de suivre les séries régulières, que j'ai pas vu depuis récemment, quoi. Et il m'est arrivé, je sais plus sur quel artiste, de dire, ah ouais, j'ai déjà lu un truc de lui, puis je regarde le dessin et je regarde ce qu'il fait maintenant, je fais, ah non, c'était pas le même, il a changé de main, il lui est arrivé un truc, quoi. Donc oui, présentez-nous un peu vos invités de cette année. Donc notre premier invité est Pasquale Ferry, qui a commencé en 93 pour Marvel UK. Et ensuite, il est passé donc pour Marvel Comics, la branche mère, en 96. Il a dessiné, donc il a bossé sur Fantastic Four, Heroes for Hire, Warlock. Ensuite, il est allé faire des infidélités à Marvel pour aller chez DC, bosser sur des séries comme Action Comics, Superboy, Adventures of Superman. Ensuite, il est revenu chez Marvel, où il a bossé sur les Gardiens de la Galaxie, pendant que Dan Abnett et Andy Lanning officiaient dessus. Il a travaillé sur... C'était le grand retour des Gardiens de la Galaxie. C'est le grand retour de l'univers cosmique chez Marvel. Par un scénariste de Warhammer. Eh oui, tout à fait. Le gars, il est auteur des romans Warhammer, Dan Abnett. Je sais pas. Généralement, c'est considéré comme la très grande littérature, les romans Warhammer. Je dis ça comme ça. Ouh, ça trash. Donc il a bossé sur les Guardians, il a bossé sur du Thor, sur du Deadpool. Il a aussi fait l'adaptation mis en image, la stratégie Under. Donc voilà pour Pasquale Ferry. Alors c'est pas une bio exhaustive, hein, évidemment. C'est les petits points principaux. Oui, en général, les artistes qui bossent pour les Américains ont travaillé sur tellement de trucs que c'est très difficile de suivre leur carrière. Donc ensuite, notre deuxième invité, c'est R.M. Guerra. On dit Guerra ou Guerra ou... Comment on dit ? Alors, on va devoir le dire à un moment. Alors j'en ai aucune idée. Et comme je suis français, que je parle la France, je dis R.M. Guerra, avec l'accent du Sud. C'est vrai que le cas s'est déjà posé où on a dû demander à l'artiste, pour pas se planter et pour pas passer pour des buses pendant 3 jours, de nous le prononcer correctement, parce que c'est l'exemple type, c'est Libermero ou Bermejo ou Bermejo ou toutes les variations possibles. Ça reste des fois l'énigme pour les Français. Ouais. J'ai appris par exemple qu'on disait Chris Bachalo. Voilà. Par exemple, on serait passé pendant 3 jours pour des nouilles. Et ça l'énerve qu'on dise Bacalo. Et comme le sieur Guerra est serbe, je ne sais pas comment on prononce le serbe. Je peux te le dire, son prénom en tout cas, c'est Rajko Milosevic. Je dirais Guerra, parce que le R se roule un petit peu. Voilà pour la leçon. Merci mon ex qui était slave. Je pense que c'était l'instant culturel de l'émission. Mais je crois qu'il va dire la minute perso et souvenir. Pour une fois, vous aurez appris quelque chose. Laurie avec un ex slave. Ah non, moi je parlais plutôt de la prononciation. Le J se dit IE, des choses comme ça. Mais chacun sait. On se remémore ce qu'on veut. Donc pour revenir à
RM. à nos artistes, RM Guerra, RM donc. Guerra. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce gentil RM? Bah, Et ce sera Il a- bien et pas roulé du tout. donc RM Guerra, comme on dit en province, RM Guerra, qui a principalement, qui a notamment travaillé sur The Series, Scalped. Ah, exact. Donc voilà, après on peut citer d'autres choses comme Django Unchained. Je crois qu'il a un peu bossé sur du Batman, si je dis pas trop de bêtises, si ma mémoire est bonne. Sur du Thor aussi. Et en ce moment, il travaille sur une nouvelle création, toujours avec Jason Aaron, sur une série qui s'appelle The God Hamned. Toujours en provençal. The God Hand. C'est moi qui donne. Alors, allez le dire, Pour une fois, Pied qui fait la prononciation anglaise, là c'est mort, c'est la fin de tout, quoi. Si c'est Pied qui fait le traducteur, moi je balance tout là. C'est fini, on peut tout arrêter les gars. Ça part à volo, c'est n'importe quoi. Oubliez tout. Hein. Bon, en attendant, God Hamned, c'était pas mal. The God Hamned, qui mêle western et post-apocalyptique dans l'univers biblique de la Genèse. Le tuberculé est de retour. Bah c'est l'émotion. Hein. J'ai parlé de western, post-apo, Genèse, et là voilà. Apparemment, il a bossé aussi sur du Judge Dredd. Peut-être. Il a le genre. Ouais. Ensuite, notre troisième invité est Inaki Miranda, donc qui nous vient tout droit d'Espagne. Lui aussi, il a d'abord officié pour la branche anglaise. Il a bossé pour 2000 AD, avec la 100. La scène du Sud. Tout à fait. Où il a travaillé pour Judge Dredd Magazine. C'est l'histoire d'un juge qui fume du shit parce qu'il a des dreadlocks. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde dans l'association, parce que Florian parle que le provençal. Donc il faut d'autres personnes pour pouvoir traduire avec les C'est un peu artistes. plus limité. Hein. À un moment donné, ça suffit plus. Hein. Je parle français et une langue étrangère, le provençal. Je ne tolérerai aucune réflexion. Donc, comment poursuivre après ça? On était, Inaki Miranda. Donc il a travaillé sur Judge Dredd, ok. Donc, il a bossé sur Judge Dredd. Ensuite, il a officié pour DC Comics, où il a dessiné du Birds of Prey. Il a notamment, enfin, c'est là où je l'ai découvert. Il a officié sur Fables, sur un arc sur Réponse. Et c'est là où j'ai découvert l'artiste. Il a aussi travaillé sur Unwritten et Coffin Hill, tout récemment. Unwritten, on l'a pas. Unwritten. C'était pas l'espèce de truc avec le gamin, l'histoire sur les contes. Le truc où il y a eu un tome 1 en France et jamais la suite alors que c'était génial. Deux ou trois tomes en France, C'est ouais. ça. Ouais, c'est ça. Non, un seul tome. Non, il y a eu plusieurs tomes, je crois. Ouais, non, il y a eu qu'un tome en France et c'était. Voilà, il me semble, dans mon souvenir. Enfin bon. Il doit traîner par là, mais. Ouais, il y en a eu un ou deux édités par Panini à l'époque, avant C'est ça. qu'Urban reprenne la franchise, en promettant de continuer la série. Et on voilà. attend toujours. C'est fort dommage. Un petit tacle gratuit. Et donc notre dernier invité, le quatrième, Felipe Andrade, qui est lui portugais, qui donc travaille pour Marvel. Il a travaillé sur du Iron Man, sur des backups de Captain America, Nomad, sur Onslow Unleashed. Vous avez vu l'accent? Ouais, enfin, Onslow, Unleashed, ça fait vraiment pas envie. Mais bon, Onslow, c'était. Et pourtant, c'est pas si mal que ça. Parce Il y que a- moi, je me il y a des souviens, petites qualités, quoi. j'ai lu le crossover à l'époque, hein, Onslow, et voilà, c'était pas terrible comme crossover. Hein. Ah, oui, il y a eu mieux, mais ouais, moi je trouve pas tout inintéressant. Après, tu parles du scénario ou Oui, le scénario, globalement. Hein. Oui, parce qu'il devait avoir à peu près 23 dessinateurs sur toute l'épopée. Donc,
Et puis c'est ce qui nous a donné ensuite le magnifique Captain America de Rob Liefeld, quand même. Rien que pour ça, ça devrait être béni. Alors, je sais pas. Bon, après, il y a un débat là-dessus. Il y a des gens qui aiment Rob Liefeld. Il y a des gens qui aiment Rob Liefeld. Mais il n'y en a pas à cette table. Nous sommes entourés de gens de bon goût. Je vous montrerai Rob Liefeld et vous comprendrez. J'ai des Youngblood qui traînent là. Oui, surtout la poitrine de Captain America. Je pense que tout le monde s'en souvient en fait. Mais revenons à notre artiste, Felipe Andrade, qui a aussi travaillé sur X-23 et donc récemment sur Rocket Raccoon. Et ce que j'en ai vu du Rocket Raccoon, ça a l'air bien la classe. Surtout qu'il arrive derrière Scotty Young et c'est pas facile. Là. Voilà, c'est exactement ça. C'est dans la droite lignée de Scotty Young en termes de style. Et il assure le coco. C'est plutôt pas mal. Bon, je crois qu'il va peut-être falloir qu'on les rencontre pendant le festival. Hein. Alors ce coup-ci, comme du coup on s'est pris avant, peut-être qu'on pourra préparer les interviews. Ouais, on va voir. Bon, alors par contre pour le Serbe, je t'avoue que ça va être très chaud de préparer un truc. Hein. On verra. Si tu veux, je te prononcerai le prénom. Ça, pour faire des questions, ça va beaucoup nous aider. Au moins, il saura qu'on s'adresse à lui. Ouais. Et moi, je te fais les traductions en provençal. On va demander à Giroud de venir avec nous pour rouler les airs. Bon, mais Pied, je crois qu'on va passer à ta chronique. Tu es prêt ? Oh non. Alors, quand À l'ombre des bulles annonce un événement, en général, on peut être sûr d'avoir la chance de rencontrer une star, ou à la rigueur une star en devenir, parce que bon, on fait ce qu'on peut, montante dans la BD US, quoi, quelqu'un qui va compter un jour. La preuve, rien que pour DCDB, on aura droit donc à R.M. Guerra, Pasquale Ferry, Felipe Andrade, Inaki Miranda. Bon, ça sonne pas super ricain comme nom, mais tout le monde connaît les valeurs américaines qui sont forgées sur un terreau fertile d'immigration. Ils sont connus pour ça. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit une connerie. Marine, nous voilà. Ah pardon, c'est Maréchal. Ouais, Marine, ça marche aussi. J'ai dû me tromper quelque part. Donc devant les signes insistants de mes collègues, je viens de relire mes fiches. Et en fait, les invités sont serbes, espagnols, portugais et argentins. Bon, on va abandonner cette pénible intro qui tente de renouer avec les grandes heures de nos sketchs de Splash Page. On va aller au cœur du sujet. La BD a-t-elle encore une nationalité ? Parce que là, on parle quand même de BD américaines qui sont faites par, je répète, serbes, espagnols, portugais, argentins. Mais où ils sont allés les chercher, quoi ? Derrière le mur. Il n'est pas encore construit. Par contre, Lafarge, visiblement, est en train de signer le contrat pour construire le mur. Ah, Lafarge, ils sont chauds, là. Ah il y a de la thune à se faire, ils sont présents, quoi. Rien qu'avec eux, le CAC 40, c'est plus 12. Donc, globalement, c'est vrai qu'on a l'habitude de classer les grands types de BD dans des cases comics, manga et franco-belge. C'est d'abord une question de culture, parce que c'est des façons de raconter différentes. Ils vont chercher dans leur chaque pays, chaque région va chercher dans sa propre culture pour construire ses histoires. Mais c'est aussi des systèmes économiques qui sont différents. Chacune des régions qui sont incriminées a ses particularités, un style graphique, des propos différents et des modes de publication. On sait que les Américains, ils vont nous publier on va dire à minima 22 planches par mois. Ça crée forcément une façon de fonctionner. C'est de là vient le fait qu'il y a dessinateurs, encreurs, coloristes, scénaristes, alors que en France, on nous sort nos 46 pages par an, traditionnellement. Et encore, quand ils ont le feu. Je parle de traditionnellement, parce qu'il y a les Western Name qui permettent de faire une moyenne Non, tu sors le Western Name de la moyenne, s'il te plaît. Non, il permet de faire une moyenne avec tous les auteurs français qui nous permettent d'arriver à peu près au rythme américain. Voilà, et par exemple les mangas, ce système de prépublication hebdomadaire, vraiment ce qui fait que les mangaka en général une flopée d'assistants encore pire que les Américains et Jamais crédité. De plus en plus quand même. Les studios sont crédités de plus en plus dans les mangas. Ok. Maintenant, enfin les derniers que j'ai lus, ils l'étaient. Oui, mais le studio, mais t'as pas tous les gars qui sont dedans, quoi. Parfois ils y sont tous, mais On s'en fout, ils ont tous les mêmes noms de toute façon. Trump, c'est quoi ? Oui, c'est notre caution raciste. C'était pour Voilà. les quotas. C'est les quotas. Ouais, c'est les quotas. Ouais, c'est ça. 1 sur 5 à la table, on dit à peu près. Bon, vas-y. Donc, en gros, la question, c'est que on est quand même à une heure d'économie globale où tout le monde
peut lire tout, c'est-à-dire que maintenant, les auteurs de comics ont lu des mangas, ont lu du franco-belge, donc on est vraiment dans une économie globale. Est-ce que ces frontières ont encore un sens ? Comme je disais, on va aller chercher des auteurs un peu partout. Je donnerai un peu des pistes de réflexion sur le sujet. Déjà, il y a les influences. Les influences des auteurs sont multiples. On va prendre... faut pas oublier que Uderzo, par exemple, était un fan de BD US et s'est beaucoup inspiré de tous les auteurs des années 50, 60 pour créer son propre style. Si on regarde un peu les Tanguy et la Verdure qu'il faisait avant de faire Astérix, les Grenets et compagnie, c'était vraiment un style très américain. Il a même fait, je crois, il avait même repris du Superman, je crois, à une époque, Uderzo. Faudrait que je retrouve, c'est dans un vieux comic box qui traîne, ils en parlaient. Les Italiens, ils ont été bercés par les animés de la 5. Donc en gros, ils connaissent beaucoup plus ça que les classiques. On peut dire merci à M. Berlusconi, finalement. Hein. Oui, il y a ce côté-là. Mais c'est vrai qu'ils connaissent mieux les classiques. Je veux dire, si on va chercher du Dylan Dog, etc. Là, par exemple, on avait parlé de... des orphelins. Oui. BD italienne qui a l'air de tout sauf italienne. Quand je l'avais lu la première fois, j'ai pensé réellement que c'était un comics américain. Voilà. Et en fait, pas du tout. Ensuite, il y a les problématiques de genre. On a tendance à dire que la BD US, ça va être que du super-héros et le manga que de l'histoire de quête ou des trucs avec des grands yeux qui s'aiment et compagnie. Ouais, Alors, cliché, c'est des clichés, ça va beaucoup plus loin que ça. Et le roman graphique, on va parler des graphic novels pour se la péter, etc. Mais c'est juste du franco-belge intello, en gros, si on veut aller chercher par là. Ce qu'a pu faire Will Eisner, qui est quand même un dessinateur, on ne fait pas plus américain dans le style que Will Eisner, ce qu'il a fait avec Contract with God, etc., c'est beaucoup plus proche de la production européenne que de la production qu'on va typer américaine. C'est la même chose sur les mangas. Il faut pas oublier que il y a des artistes qui arrivent à se faire une notoriété partout. Je pense à Mobius, bien sûr, c'est le plus celui qui vient le voilà. premier en tête. C'est celui qui a réussi à avoir des succès dans tous les pays et dans tous les genres. Il a fait du manga, il a fait du comics et il a fait du franco-belge et ça a marché dans les trois. Et qui a une influence pour énormément d'artistes venant de tout pays. Ensuite, maintenant, on a en plus les transferts. Donc, les étrangers qui bossent aux US, donc qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Il y a Marvel qui s'est beaucoup ouvert. Je crois que c'est les premiers d'ailleurs à s'être beaucoup ouvert. DC a suivi. Ouais. Voilà, oui, d'ailleurs, les artistes américains traditionnels sont pas tous. Il n'y en a pas beaucoup de pro-Trump. Il y en a un ou deux, je crois. Mais il y en a quelques-uns dont Terrell et non. D'accord. Il y a des Japonais qui bossent en direct pour la France maintenant. Et puis il y a aussi, en dehors des transferts de gens qui vont travailler d'un pays pour l'autre, etc., le côté des coûts éditoriaux. Je reparlais d'Orphelin, c'est une bande dessinée donc qui a été mise en gros volume en France, mais qui est sortie en fascicule en Italie, avec un rythme très régulier. La série se continue encore. Vraiment un rythme à l'américaine. On a eu des tentatives, je pense à Infinity 8, qui a essayé de se faire ce rythme à l'américaine aussi récemment. On va avoir le coup que les comics IDW vont sortir en parallèle en France. Je sais plus quel éditeur. C'est Glénat Comics, je crois, qui va faire ça. Donc on va avoir des sorties parallèles avec les États-Unis et l'Europe derrière. Donc on commence vraiment à avoir une BD qui a des influences dans tous les sens. Quoi. Voilà. Et on le voit même dans le style graphique. Tu prends un Humberto Ramos, tu vas pas me dire que Humberto Ramos il a pas bouffé du manga quoi. C'est ses premières BD où il avait des pieds, tu sais, enfin qui étaient plus gros que la tête des personnages à l'époque, des paluches qu'ils en pouvaient plus, mais il y avait les grands yeux, tous les codes graphiques du manga et tu les retrouvais un peu partout et ça puisait dans tous les sens. Et je trouve que de plus en plus, ça devient difficile de classifier les bandes dessinées. Alors, il y a toujours des trucs qui sont très, très typés, très carrés, qu'on peut mettre dans une case très parfaitement. Mais régulièrement, je me retrouve avec des bandes dessinées que je sais pas où mettre si je devais faire un classement. C'est un gros problème que j'ai, par exemple, avec BD Geste, quand dans genre, ils mettaient comics. Mais comics, c'est pas un genre. Lock and Key, c'est pas un genre comics, ça va être une BD d'horreur. Après tu vois le genre super-héros, mais t'as de la BD européenne qui est dans le genre super-héros maintenant. Voilà, c'est toujours très très difficile de se faire ça et je me demande si on va pas arriver petit à petit sur une BD vraiment internationale. On a plein d'auteurs américains qui bossent aussi en direct
pour la France. Par exemple, Ah non, pas Travis Charest. Aïe. Juste, tu pars du fumble, toi. C'est pas mal, ça. Bravo. C'était une belle tentative, quand même, Travis Charest. Mais c'est vrai que voilà, on a de plus en plus ce genre-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, alors que vous êtes spécialisé au niveau dans le comics, que vous recevez beaucoup d'auteurs qui en fait sont européens, est-ce que vous avez vraiment cette impression que la bande dessinée est en train de se globaliser totalement et qu'on est en train d'un peu perdre ces cases qui étaient un peu clichés derrière? On donne notre avis séparément, parce qu'on ne doit pas avoir le même avis, je On est suppose. ordonné. Alors moi, qui suis peut-être la personne qui lit le moins de bandes dessinées dans l'association, j'aurais tendance à aborder le problème sous un angle assez classique de type de publication, en fait, qui du coup sort un petit peu peut-être de ta classification, etc., où moi je m'embêterais pas à me dire que, par exemple, il faut absolument que voilà, le super-héros, c'est du américain, etc. Non, moi, je partirais sur la manière de publier. Et pour moi, par exemple, le manga français, c'est bête de dire manga français. Si on publie de la même manière qu'un manga, je peux penser par exemple à Dreamland de Renaud Lemaire, ou peut-être du Sentai School, où là c'est carrément du pastiche du manga, etc. Moi je m'embête pas. Pour moi, je le rentre dans la catégorie manga parce que c'est fait sous format manga, sous type manga, et du coup je ne m'embête pas du pays d'origine. Tu te concentres vraiment sur la façon dont c'est édité, en fait. C'est Voilà. vraiment l'édition qui va jouer. L'édition, la création aussi, puisque ça en dépend. Quand on lit du Dreamland, on voit très bien que Renaud Lemaire a été bercé par les... T'as failli dire Bruno. Oui, Franchement, là, tu abuses. Excusez-moi, c'est ma langue qui a fourché, mais j'ai dit que j'étais à moins de 2, déjà, dès le départ de l'émission. En plus, j'ai honte, il était dans le même lycée que moi, la moitié du récit se passe dans des endroits que je connais, donc ça serait vraiment la honte. C'était Bruno Le Maire qui était dans le même lycée que toi, j'allais dire, mais quel moment. Donc du coup, voilà, moi je serais plus pragmatique en fait sur la manière dont l'auteur a voulu créer son média et dont il a été édité, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un biais au fait que moi c'est aussi un truc qui est intéressant, c'est que je crois qu'en France on est un des rares pays où on a un mot pour chaque région. Les Japonais, un manga c'est une BD. Oui. S'il ne faut pas chercher plus loin. Les Américains, un comic, c'est une BD. Il va y avoir des comics français. Voilà. Et effectivement, c'est un problème peut-être inhérent à nous qui voulons classifier peut-être trop dans des cases ou des choses comme ça. Que du coup, la question se pose. Mais par exemple, pour rester sur le manga, on commence à entendre parler des manhwa, etc., où c'est des pays asiatiques qui font aussi des bandes dessinées, mais qui sont typées manga, mais qui viennent pas du Japon, donc on ne les appelle pas de la même manière, type Corée par exemple. Pour moi, voilà, je m'embête pas, c'est dans ma classification personnelle, dans ma tête, de manga par rapport au style de dessin, de storytelling et d'édition. Donc ça ne me dérange pas d'avoir un lock and key qui est considéré comme du comics, aussi parce que ça a été publié, ça a été... S'ils avaient pris Lock and Key, qu'ils avaient fait des regroupements de 2 fascicules américains en grand format, 46 planches, t'aurais dit que c'est de la BD franco-belge. Ce qu'ils auraient pu, hein. Oui, ça aurait pu. Ça nous aurait coûté beaucoup plus cher à la fin. Mais... Effectivement, certes. Quoique chez Milady, ils sont pas donnés. Mais... Alors c'est vrai que le manga, c'est le plus facile peut-être pour démontrer ma manière de classifier les choses. Oui, ça se lit pas dans le même sens. Les manhwa se lisent dans le même sens. Merci de me défendre un peu. C'est vrai que ça peut se poser effectivement un peu plus le problème sur le côté américain, entre les graphic novels, les super-héros, etc. Mais voilà, moi j'aurais tendance à me baser en fait sur peut-être la volonté de l'artiste, ce qu'il a voulu transmettre, ses inspirations, etc. Et le classer comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu français de dire c'est une BD américaine, donc c'est un comic, c'est une BD japonaise, donc c'est un manga, et c'est une BD franco-belge, donc du coup c'est franco-belge. Voilà. Je sais pas si je pense que Florian n'a pas le même avis que moi, par contre. Si, en partie oui, parce que effectivement, le comic c'est quoi? C'est de la bande dessinée qui vient d'Amérique ou de pays anglo-saxons.
Le manga, c'est quoi? C'est de la bande dessinée qui vient du Japon. Donc c'est effectivement, je pense que c'est assez français de se dire bah oui, non, le manga c'est différent, etc. Après, effectivement, il y a le rythme de publication qui va influer. Et la manière de raconter, il y a des traditions différentes dans le storytelling. Le rythme de narration va aussi changer. C'est-à-dire que quand tu sais que la suite est le mois prochain, tu sais que tu peux te permettre un gros cliffhanger de la mort. Quand tu sais que la suite est dans un ou 2 ans, tu vas plus tranquille sur le cliffhanger, Voilà. tu essaies de boucler un peu l'intrigue. Oui, et puis qui va pas intervenir aussi au même endroit de la narration. Pour du comics, ça va arriver sur la 22e ou la 24e page, alors que sur une BD française, ça va arriver sur la 40e page. Donc il y a le rythme de publication qui influe, et puis je pense la culture qui va influer sur la manière de raconter, le storytelling. Mais les genres, effectivement, sont peut-être de plus en plus poreux, surtout au niveau du dessin. Quand on voit que les Américains, dans les années 90, sont allés chercher des talents en Europe, beaucoup en Angleterre d'abord, puis après en Espagne, puis aux Philippines. Il y a énormément de Philippins qui bossent pour l'industrie américaine. Ça va pas durer. Ouais, il est temps que ça change. Hein. Faut le virer, je crois. Je te laisserai faire. Mais globalement, quand on a un comics entre les mains, en tout cas, moi, j'arrive à voir la différence entre un comics classique, donc je vais pas forcément parler des Lock and Key, Plus de côté super-héros. voilà, quelque chose mainstream, de plus classique. Le cas orphelin est vraiment un bon cas où, effectivement, quand on ouvre et on lit ça, d'ailleurs c'est génial, lisez ça, c'est super bien. Quand on lit la BD, on se dit c'est américain. Bah, en fait non, c'est un fumetti. C'est un pur produit italien. Sachant que, et c'est là où il y a une nuance, c'est que le fumetti, justement, a aussi une publication très très périodique. Les Dylan Dog, je crois que c'est aussi du mensuel, très proche de la publication américaine. Hein. Mais les fumetti, en général, c'est en noir et blanc. Mais effectivement, les Italiens sont, j'ai l'impression, très proches de l'esprit américain dans leur bande dessinée. Ils ont créé énormément aussi de bandes dessinées sur Donald, Mickey, etc. Bah, c'est eux qui ont créé Fantomiald, donc le super-héros Donald. Donc peut-être que l'Italie est un cas à part aussi. C'est peut-être un petit cas d'école particulier dans la cour européenne. Et pareil, tu regardes les BD italiennes Disney récentes, t'as une dynamique qui est très asiatique dans la dynamique des dessins des personnages. Excuse-moi, je t'ai pas du tout écouté en fait. Ah bah voilà, hein, c'est la vérité. C'est ma faute. Oui, je disais, tu regardes les dessins des BD Disney italiennes récentes, t'as une dynamique très asiatique. Dans la représentation. Voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup. Sachant que les Asiatiques, les grands yeux de Tezuka, c'est parce que Tezuka était fan de Disney. Alors la boucle est bouclée. Voilà, effectivement, c'est quand même assez. On peut parler de mondialisation du comics, de la bande dessinée en général. Et je pense, par exemple, moi, la Brigade Chimérique, qui est française, la première fois que j'ai lu, moi j'étais persuadée d'avoir un comics américain dans les mains. Très intello quand même, mais comme comics. Hein. Certes, mais bon, on peut penser à du Gaiman, par exemple, aussi, qui est très intellectuel aussi quand on le lit. Donc voilà, c'est effectivement, je pense qu'on peut arriver à ta conclusion aussi qu'au fil du temps, on va avoir une interpénétration de tous les styles. On est déjà en plein dedans et que au final, peut-être qu'on devrait arrêter de s'embêter un petit peu à vouloir mettre les choses dans des cases et juste apprécier les produits et ce qu'ont voulu faire les artistes, tout simplement. Donc c'est quand que vous invitez des auteurs de manga? Quand on aura le budget et autant de tipeurs que vous. Oh, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite.
à 7 tipeurs, vu qu'on en a 7. Écoute, ça nous fait déjà 3. Nous, on s'y met 3. Ouais, bah, d'ailleurs, j'ai vu qu'à l'ombre des bulles, ils n'avaient toujours pas typé chez nous. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais on n'était pas au courant jusqu'à ce soir aussi. Eh bien voilà. Voilà, donc peut-être que si vous le méritez et qu'on nous sert dans nos... Ouvrez votre Tipeee vous aussi. Et... dans nos tasses à tisane, si on a un peu de vin, peut-être qu'on changera d'avis d'ici la fin de soirée. Même chez l'apéro du Capitaine, ils sont pas aussi crevards que toi parce qu'ils ne demandent pas à leurs invités des sous. Ouais. Franchement, là tu nous mets la honte, quoi. Ah bon, c'est que maintenant qu'il vous a mis la honte? Non, mais là, vraiment. Dans le reste du temps, ils font croire qu'eux, mais ils sont d'accord avec moi. Ah d'accord. Non, faut que ça change. Mais par exemple, effectivement, moi, ça me choquerait absolument pas d'inviter Renaud Le Maire, qui en plus géographiquement n'est pas loin. Et j'ai déjà proposé à des partenaires libraires et aux artistes Florence Torta et Philippe Cardona, qui sont actuellement en train de rééditer les Saint High School, où là, on se rapproche. Ils ont montré la couve du 6. Ouais, ils ont montré la coupe j'ai du vu. 6. Voilà, par exemple, je participais, voilà, je Et les savais. groupies, là Mais nous aussi, on a participé. Voilà, on assume, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous, j'ai leur fanzine d'époque. Alors, J'ai les premiers numéros des magazines où ils ont été moi, j'ai édités. les fanzines, juste avant, je te montrerai ça. Ouais, mais t'es plus âgé que moi. C'est ça. Rappelle-moi que je suis vieux. Ah, t'es vieux, allez, circule. Donc, Ça me rappelle une scène de L'Arme Fatale, ça. Et t'as vu, et là, c'est un coup de couteau, il a tourné. Donc voilà, moi effectivement, c'est un projet que j'ai essayé de lancer par rapport à Saint High School qui a la chance d'être réédité et de continuer après s'être arrêté pendant plusieurs années. Ça me dérange pas du tout, alors qu'on se sent spécialisé dans le comics, de partir aussi sur un projet comme ça. Au contraire, c'est assez excitant de varier les plaisirs, surtout quand c'est des œuvres qui sont bonnes comme ça, quoi. Ok, eh bien merci. Je crois qu'on va passer à notre petit sujet suivant. Donc, la planche est-elle une œuvre d'art? Alors donc je mets bien ma feuille verticale pour ne plus voir Tizak. Voilà. Ça m'évitera de te couper pendant Deux mon petites truc. secondes, je prends mon micro. Voilà, vas-y, Alors, tu peux attaquer. Petit retour en arrière sur le 19 novembre 2016. Non, moi, c'est le 13 novembre. Soit exactement un jour après un séisme de 3,5 kg sur l'échelle de ma vie. Une planche de Monsieur Hergé est vendue pour 1,55 million de putain d'euros. Bon, ok, on a marché sur la Lune. Putain, c'est une planche, quoi. Ouais. C'est un truc griffonné, raturé, gommé, on a collé des papiers dessus, peut-être même des traces de café, quoi. Et donc ça, Le dessin est pourri. et puis ça, Non, c'est mais ça, si c'est une à œuvre son- d'art, quoi. Si à son ADN, ils peuvent essayer de le cloner, c'est peut-être pour ça. Ok. Alors T'as pas peur qu'il soit un peu daté, le clone, au niveau graphique? du coup, je vais voir comme il y a des triggers dans le cadre d'un séisme, justement des bips de 180 5 fois par jour. Je vais voir donc toute ma famille dans les jours qui suivent. Et là, j'essaye, je leur pose la question. Est-ce que vous mettriez, vous, une planche de Hergé chez vous, là, sur le mur, à côté de la nature ouais, vraiment morte, mais ouais, est-ce que vous la mettriez là, quoi? Là, une réponse de ma mère. Bah, pourquoi est-ce que tu veux que je mette un bout de bois des renseignements généraux sur le mur? Ok, elle est pour moi, celle-là, c'est la mienne. Ok, erreur de ma part, déjà. Ta mère a vraiment dit ça. Donc, tu me fais de la peine quand tu dis ça. Donc, ok, erreur de ma part, faut être un petit peu initié. Donc, j'explique à la Funky Family le truc dont je leur parle. Bon, ok, allez, quoi d'autre? Là, une réaction de ma grand-mère. Elle peut pas être vraie, rappelle-toi, elle est morte. Mais moi, je la comprends. Il fait parler les morts. Je fais parler les morts, tu vois. Tu vas pouvoir Kirby va en inviter vivre. Kirby. Non, mais moi, je le comprends, ce monsieur qui a acheté la planche. Tu vois, rappelle-toi Tata Sucette, celle qui avait un hôtel sur la route de Paris. Hein? Elle avait le verre à dents de la chambre où le général Leclerc a dormi. C'est un morceau d'histoire, c'est une trace, cette planche. C'est pas faux, mamie, mais enfin, voilà, Tata, elle aurait aussi pu garder le trône dans lequel le général est passé. Ça aurait fait autant histoire. Sans doute, peut-être qu'il y aurait eu... faites chier. Sans doute, peut-être qu'il y aurait eu trop de traces pour le montrer à l'apéro. Mais voilà, pourquoi une planche et du coup pas un crayon de Monsieur Hergé, quoi. Et là,
On n'est vraiment pas plus avancé que ça. Mais heureusement, Kevin, mon cousin de 15 ans, qui n'existe absolument pas, je te précise, Isaac, vu que tu connais un peu ma famille et tu sais que j'ai pas de cousin de 15 ans. Sa seule réplique de la journée, bien sûr, en dehors de son classique, mais non impertinent. C'est nul, j'aime pas. De toute façon, c'est vintage ton truc. Les dessinateurs aujourd'hui font tout à l'ordi et il y a que les vieux qui travaillent sur des feuilles. Ok, merci Kevin. Bon voilà, donc après ce formidable partage avec une partie de mon patrimoine génétique, Fictif ? fictif bien sûr, c'est donc à vous que je m'adresse. Est-ce qu'une planche est une œuvre d'art, voilà, qui doit être affichée comme telle, ou est-ce que c'est juste un passage obligé, mais qui est peut-être pas forcément le truc qu'il faut garder, quoi. Moi, je te dirais que du côté d'Osgore, c'est super tendance. Tu affiches tes planches au mur. Ok, comme Igor, ça, tu sors. Ah merde, pardon. Voilà, merci Isaac d'avoir participé, ça m'a fait plaisir. Alors, Florian, Laurie, vous êtes des collectionneurs de dessins originaux, de planches. Mais c'est vrai que la planche, c'est une étape vers la publication. Est-ce qu'on peut considérer, peut-être que l'illustration a un point particulier, mais est-ce qu'on peut considérer qu'une planche, qu'est-ce qu'on va foutre d'une planche sur un mur, quoi? Moi, je considère une planche comme une œuvre d'art aussi, en fait. Parce que c'est le travail d'un artiste, c'est son inspiration. Enfin, voilà, je sais pas, je considère une planche comme une œuvre d'art autant que, par exemple, le premier scénario du premier Star Wars est une œuvre d'art aussi. C'est un morceau d'histoire, c'est un moment important de la création d'une œuvre, et c'est quelque chose de précieux. Est-ce que c'est pas justement juste une étape plus que l'œuvre en elle-même? Beaucoup d'auteurs se considèrent comme des artisans. On parle d'ailleurs d'industrie de la BD pour les Américains. Il y a un côté très artisanal, c'est-à-dire que les mecs, ils doivent faire leurs trucs réguliers, etc. Il n'y a pas forcément la réflexion poussée que pourrait avoir un artiste sur son travail. Alors certains ont le temps de le faire et certains peuvent se le permettre, mais on est d'accord, la plupart des auteurs de BD américaines, par exemple, il faut qu'ils bouffent et qu'ils pondent leurs planches au kilomètre, quoi. Oui, mais ça dépend. Il y a quand même des artistes qui passent énormément de temps sur leur planche, à la travailler, à la peaufiner. Ils rushent pas leur planche. Enfin, quoique certains, on se demande. Mais on parle en général. Donc oui, il y a du vrai travail. Je pense que... Faudrait qu'on fasse une émission que Florian et moi. C'est quand tu veux. Mais vraiment, quand tu veux. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Ouais, alors sur qui on va dégoiser aujourd'hui? Les deux qu'on en face. Bonjour. Allez, c'est parti. Ça manque de provençal, tout ça. Celui qui a une sale tronche et qui louche, là, c'est ça? Ça dépend lequel des deux. Il y en a un qui a une sale tronche et l'autre qui louche. Pardon, du coup je t'ai coupé, excuse-moi. Donc on parlait des planches, les gars. Je vais recentrer comme ça. Ah putain, oui, c'est vrai, on parlait des planches. Oui, même si on peut considérer comme une étape intermédiaire, ou si c'est juste une page sur l'ensemble d'une publication. Voilà, pour moi, le gars, il a bossé dessus, il a passé des heures et des heures. Il a sûrement refait plusieurs fois. Donc oui, c'est... Ouais, enfin, je continue à comparer avec le premier scénario du premier Star Wars, même si c'était pas la version définitive. C'est une pièce de l'histoire de l'œuvre. Pour moi, il y a un truc qui est... il y a deux éléments à prendre en compte. Tu vas dans n'importe quel musée du monde et tu as les ébauches, les travaux préparatoires de n'importe quel artiste. Grand nom, bien évidemment. On n'est pas allé prendre les épreuves du cousin Kevin de Mathieu. De toute façon, qui sont ratées. De toute façon, il rate toutes ces épreuves. Donc, la question du fait que ce soit une simple ébauche d'un simple document de travail et que ce ne soit pas un document terminé, pour moi, ça rentre pas en ligne de compte. Voilà, c'est à partir du moment où on est dans le cadre du travail de recherche de quelqu'un qui a fait de grandes choses, ça devient quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que d'historique. Voilà. Après, il y a un deuxième point de vue beaucoup plus cynique et mercantile, c'est que ça reste un placement financier comme n'importe quelle œuvre d'art. C'est-à-dire que on peut avoir chez soi le tableau d'un artiste dont on se fout complètement parce que c'est un placement financier intéressant. Et le monde de l'art, pour le coup, en termes de rentabilité par rapport à un livret A, certes, ça ne demande pas tout à fait le même investissement, mais en l'arrivée, le rendement est tout à fait plus important. Donc, voilà, sur un côté un peu plus cynique, il y a aussi ce versant-là. Tous les deux, vous êtes donc des collectionneurs. Hein, vous avez donc vu que c'est beaucoup de vos collections personnelles que vous exposez la plupart du temps. Tout à fait. Vous préférez quoi?
une belle commission ou une planche originale? Alors, moi personnellement, on a quand même quelques planches originales. J'essaierai de pas rebondir sur sur la formulation. Sur la grosse commission. Oui, voilà, sur la formulation quelque Merde, peu, on me l'a enlevé. Moi, je voulais te parler de Mathieu, de ses grosses commissions. J'essaye d'être la touche délicate de la soirée. Je te remercie parce que en face, c'est un gros boulet quand même. Donc voilà, effectivement, on a la chance d'avoir quelques planches, parfois certaines plus abouties que d'autres. Donc je rejoins quand même le point de vue de Florian sur le côté œuvre d'art. Que voilà, je pense que c'est quand même important une planche au même titre qu'une ébauche d'un livre, etc. Par contre, personnellement, je préfère plutôt une commission ou même un free sketch où j'ai été face à l'artiste et qui a une histoire humaine derrière. Voilà, où c'est une demande personnelle d'un personnage que l'on apprécie, ou qu'on a essayé de réfléchir par rapport au style de l'artiste. On lui demande, on en parle, on lui explique pourquoi, il nous demande le costume, est-ce que ça te va, etc. Ou même s'il discute pas, si c'est un artiste un peu plus timide, mais qui effectue quand même le dessin devant toi, ça reste aussi une rencontre. Tandis qu'une planche, ça a ce côté sympathique aussi de pouvoir après regarder dans l'œuvre finale. Ah ben moi j'ai la planche, voilà comment ça a évolué, etc. Donc ça a quand même son intérêt. Mais voilà, moi qui suis quand même branchée sur le côté humain, etc. Je privilégierais un petit peu plus les commissions et les dessins faits en direct, même si c'est du free sketch, même si c'est peut-être d'une qualité peut-être moins travaillée par rapport au temps que l'artiste a pu y passer, parce que ça représente un moment et une rencontre, et c'est aussi un petit peu ce qu'on défend avec l'association aussi, c'est que c'est pas non plus que des machines à dessin, des machines à pognon. Nous on aime privilégier aussi ce côté humain, et voilà, moi c'est ce que j'aime bien. Tu entends ce côté de la table? Pas de cynisme, tu vois. Là, c'est la beauté, tu vois, la rencontre, les autres. Tu sais, une main tendue. Voilà, maintenant je passe le micro à Florian, donc ça va changer de ton. Voilà. Tu sais, c'est la main tendue vers les autres, tu vois. Bon, ça y est, le gaucho, là, tu vois, qui était t'as blessé, fini toi. avec ton discours. Ah bon, monsieur Florian, replace un peu ça dans On le peut vrai discuter contexte de la là, vraie vie. entre personnes qui votent républicain, s'il te plaît, hein? Des vrais Français, quoi. Voilà, hein, merci. Non, mais Tu es d'où, toi, d'ailleurs? moi, je suis français. Je suis né en France, j'ai grandi en France. T'es Je même provençal, quoi. T'as jamais quitté Oh, la merde. Provence. Non, jamais. Oh là là. Je suis un âme Ça, c'est femme vrai, du ça. pays. Tu vois, toi, là, espèce d'immigré. Eh oui, Galinette. Eh Vas-y. D'immigré d'où, en fait? Je sais pas, ton grand-père, il était parti se planquer, là, du côté de Tours, je sais pas quoi, là. Ah, vu son nom de famille, il doit y avoir un côté arménien. Hein. Ça finit par an. Ça finit par an. Ça finit par an, c'est vrai. Bertrand, c'est arménien. Ah, au moins. C'est un Julien quoi, là, planqué, là-bas? Ouais, c'est le Limousin, ça. Limousin, voilà, mec, sérieusement, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire dans le sud? On peut revenir au sujet. Ok. Et donc, Flo, ton avis? Donc, Flo? Qui était... Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Non, mais alors, Qu'est-ce que tu je peux vais, faire, alors, je les vais planches ou les- rejoindre Laurie sur ce sujet-là aussi. Alors, pas le côté humain, parce que le côté humain, ça me fait chier. Voilà. Faut parler avec les gens, ça sent, ça m'a... C'est En relou. plus, il parle même pas les J'ai dit, langues. voilà, toi. parler Voilà, anglais avec des gens tu qui les comprennent comprends pas, français, tu leur parles français, ils captent que dalle, ils font même pas d'efforts pour parler français, mais c'est... Enfin bon, voilà. En oubliant ce côté-là, c'est vrai que je suis amateur de planches originales, j'aime beaucoup ça, c'est un bel objet. Et puis voilà, c'est vachement bandant quand t'as la planche originale, tu regardes dans l'album, tu fais « Ah, trop bien et tout, je l'ai en vrai, génial, je m'aime, génial. » Mais la commission, et pas la grosse, la commission d'un artiste, c'est effectivement, c'est la rencontre avec un artiste. C'est un souvenir, c'est un moment particulier, c'est une commande personnelle. Parce que tu as demandé un personnage, tu as demandé un décor ou une mise en situation. Puis voilà, t'as tchatché avec l'artiste. Attention, là, tu es en train de parler de rencontre. Là. Ah merde. Je parle de côté humain. Ouais, un petit peu là quand même. Ah ouais. Fais gaffe, hein, tu glisses. Non, je rends le micro alors, je me casse.
Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo justement parce que sur des commissions ou des choses comme ça, on peut arriver à des résultats totalement inattendus. Tandis que sur une planche, on sait déjà l'objet qu'on achète. Moi, par exemple, je me souviens avoir commandé une commission à DJ Jones où je lui disais que j'hésitais entre 3 personnages qui pouvaient tout à fait aller avec son style. Hellboy, bien sûr, pour revenir sur le sujet. Iron Fist ou Batman, où on a vu une mini-série qu'il a fait qui est juste sublime et à pleurer. Je me suis retrouvée avec une commission où j'avais les 3 personnages. Voilà. Et là, c'était une grosse commission, quoi. Pas de mots. Ouais. Même ton quota délicatesse est en train de Pardon, partir là, en c'est Biberine. l'influence, excusez-moi. Mais d'ailleurs, ça a été comme ça que j'ai pu discuter avec Mignola, parce que sur Internet, ils en ont discuté. Ça serait pas bizarre d'avoir une équipe comme ça, mais comment ça se fait que t'aies réuni ces 3 personnages sur le dessin? Alors moi, j'imagine plus Hellboy et Iron Fist bosser ensemble, mais Batman, c'est complètement impossible. Et les 2 artistes discutaient de la commission que j'avais commandée, qu'il avait postée sur Internet. Et en plus, après, j'ai pu lui en parler à Monaco en direct. Donc voilà, c'est vraiment une histoire et c'est pas seulement un objet où nous, on peut se dire après qu'on est content de l'avoir parce qu'on peut le retrouver dans un ouvrage publié ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai cette opinion-là. Pour revenir 2 secondes sur le travail de la planche, c'est quand même assez tendance maintenant dans les éditions un petit peu améliorées, avec des compléments, des bonus, etc., d'avoir de façon totalement gratuite, de façon totalement non commerciale, on va dire, le dessin. Alors vous voyez, telle planche, on a commencé à la travailler comme ça, finalement on a pensé plus à faire ci, à faire ça, et là pour le coup je viens de finir Elblard, et à la fin il y a tout un tas d'informations, et en plus au-delà de simplement avoir les planches, il y a les explications. Alors on avait fait ci, on avait pensé à faire ça, etc., etc., et c'est voilà, c'est la petite anecdote en plus. On n'a pas rencontré les gens, il n'y a pas cette notion réellement directe de rencontre, mais sur le bonus curiosité, on va dire, construction, enfin voilà, comment on apprend des choses sur ce métier-là aussi, et comment est-ce que eux ils réfléchissent. C'est pas simplement bon, on a fait la planche, non, la planche on l'a refaite 4 fois, quoi. Elle a été construite, reconstruite, déconstruite. Tiens, du coup si on modifie celle-là, c'est-à-dire que les 2 d'avant et les 2 d'après elles vont bouger aussi. Enfin, c'est tout ce travail de recherche est aussi intéressant pour ça quand on a une planche, quoi. C'était quand tu lisais les aquarelles de Laxad, où dans les 2 expliquaient en fait que pour refaire une tapisserie, il avait fait 3 ou 4 fois la pièce avec des tapisseries différentes et tout. Tu dis mais putain, mais le temps que ça a dû te prendre, quoi, c'est un truc de ouf. Surtout quand on voit la planche que c'est. C'est ça, quand tu vois la planche que c'est au final, je te dis mais non, heures. elle tue ta planche, mais donc ça veut dire que tu l'as refaite plusieurs fois et à chaque fois que tu as changé le fond, quoi. Ouais. Enfin, grosso modo, tu as refait ta pièce, tu as tout repeint et non, c'est pas la bonne couleur. On va la refaire. Non, toujours pas, c'est pas bien là, c'est pas assez. Si je puis me permettre, et bon, ça fait faire encore une touche de cynisme, il a pas tout à fait le même rythme que les comics américains, hein. Certes, mais du coup, il publie en franco-belge. Donc il a le droit. Voilà. Puis c'est Guarnido, on lui permet un peu plein de choses. Ça va. L'attente est longue. Et pour revenir au travail de création, justement, c'est Bliss Comics qui fait un travail éditorial super intéressant sur les albums, où en fin d'album, il y a toujours pléthore de bonus. Notamment, j'adore ça, il y a des planches découpées en 3 parties. Donc une même planche où on voit le premier tiers de la planche, le crayonné, donc le dessin, le second tiers, l'ancrage, et le dernier tiers, la couleur, avec les commentaires des artistes, du dessinateur, de l'encreur, du coloriste, mais aussi du lettreur, qu'on oublie souvent, qui a une place importante. Et c'est vrai que c'est génial, parce qu'on voit vraiment le processus de création de chacun. On voit vraiment les étapes intermédiaires, les 3 étapes du dessin à l'ancrage à la couleur. Et voilà, les artistes qui parlent de comment ils ont travaillé cette planche, etc. Donc sur ce travail-là, Bliss fait vraiment un super boulot pour voir un petit peu exactement. Urban fait aussi pas mal ça, mais c'est plus de la mise en contexte des personnages, etc. Et on le trouve aussi un petit peu chez le Delcourt, par exemple sur Invincible, où à la fin tu as toujours les couvertures et avec des commentaires façon sketch humoristique assez drôle en fait. Ils se vannent pas mal des artistes.
Ouais, mais justement, ce que fait Bliss, contrairement aux autres éditeurs où le contenu est bien, là, c'est vraiment le travail de création. Et ce que je trouve fascinant, c'est ces planches divisées en 3, avec les 3 étapes de création. On a rarement l'occasion de voir sur une même planche ces trois étapes. Ouais, ça fait vraiment un presque document créé exprès pour le bonus et pas simplement, bon, ben alors en bonus, on va leur mettre le brouillon de machin, le reste de trucs de bidule. Mais carrément. Ouais. Mais du coup, pour revenir au sujet, ce qui est intéressant avec ces planches, c'est qu'on a les explications. C'est comme visiter un musée et aller juste regarder, et pas avoir de guide. Une planche avec toutes les explications, les étapes, etc., ça a une autre dimension que Les juste avoir une intentions, planche c'est- accrochée à son mur. Moi, ce que j'ai trouvé super pertinent dans les aquarelles de Black Sat, c'est justement que tu avais à chaque fois tout le texte. Et c'est pas du petit texte, hein, c'était vraiment de la grosse page, mais qui t'explique exactement tout le cheminement qu'ils ont eu pour trouver l'éclairage, le machin, le truc. Et là, c'est ça qui est vraiment. Qui montre qu'une planche, c'est de l'art, quoi. Et Voilà. que, ma famille, ils ont rien compris. C'est ça, pauvre Kevin. Quand t'as un cousin qui s'appelle Kevin, voilà. Sérieux. Mais, ça, Change de famille ou change de cousin, mais fais un truc. Ouais, heureusement, j'en ai pas, en fait. Peut-être que j'en ai, mais je sais pas. Mais du coup, voilà, c'est vrai que on n'est plus dans la même chose si on regarde juste une planche et on parle d'un achat d'une planche et d'un affichage d'une planche à un mur, ou des œuvres qui nous expliquent ce travail-là, et on est dans l'explication de l'image, de la construction, du travail de l'artiste, etc. Pour moi, du coup, c'est dépasser un petit peu juste le niveau de la planche. C'est avoir ce côté justement de l'artiste qui explique pourquoi, etc. Donc c'est aller un peu plus loin que juste avoir une planche affichée à son mur. Mais alors, justement, le problème que soulevait Kevin, quoi, c'était quand même. Il soulève des problèmes, il ne fait pas oui, qu'en mais causer. l'air de rien, il dit, Mais il a que 15 ans. il dit pas que des conneries, tu vois, la vérité sur la bouche des enfants, mais avec tous les auteurs qui désormais travaillent que sur du numérique, comment, finalement, la planche, ça va être un truc un peu vintage qu'on va plus retrouver parce que les mecs, ils bossent plus sur feuille, quoi. Bah si, mais c'est juste qu'au mur, au lieu d'avoir un tableau avec une feuille de papier, t'auras un écran numérique. Enfin, franchement, réfléchis 2 secondes, quoi. Merci Tizak, t'es un peu comme Kevin, toi aussi. Ouais, Quand le gars, il va te vendre sa Wacom, tu vois. C'est ça. Tu as récupéré la Wacom, tu la colles au mur, c'est cool. Pour les Américains, pour le comics, il y a beaucoup de dessinateurs qui effectivement bossent sur Cintiq, donc de manière numérique, mais qui ensuite vont imprimer leur planche. Enfin, l'encreur va imprimer la planche pour ancrer en traditionnel dessus. Il y a beaucoup d'encreurs qui continuent à ancrer de manière traditionnelle. Donc à un moment ou à un autre dans le processus, sur la majorité, Il y aura pas quand sur même une tous, feuille, quoi. mais sur la grande majorité, il y aura effectivement une planche originale. Et puis aussi, il faut penser que c'est une partie des revenus des artistes, la vente de la planche originale. Donc ils ont tout intérêt à un moment du processus d'avoir l'objet physique. Mais alors le problème justement, c'est que les mecs qui bossent sur tablette, à un moment donné, la planche originale, elle est plus unique, quoi. Parce que du coup, s'il a envie, il peut t'en faire. Tu vois, parce que bon, quand tu prends un comics sur un 22 pages, tu dois avoir peut-être les. Numéro 0, 14e. Non, mais tu peux en avoir, on va dire, 5-6 dans tout le comics qui pètent vraiment, qui ont vraiment le truc qui va plaire. Bah, celle-là, au lieu d'en faire qu'une, t'en fais 4-5, quoi. C'est ça que je te vois, c'est. T'auras qu'une seule planche parce que l'encreur, il va en ancrer qu'une. Il va pas tirer 6 fois la page 14 et l'ancrer 6 fois. Enfin, Oui. Sinon, c'est des sérigraphies, quoi. Et puis je pense que l'éditeur, il aurait un peu les boules. Ouais, non, mais bon, il serait mais- très mais donc, vénère. c'est que du coup, là où tu avais, tu vois, chez RG, t'avais la possibilité d'avoir qu'une seule planche, même si, même sans l'ancrage, quoi, hein, juste le crayonné. Tu peux en avoir 4-5, du coup, tu perds un peu de la force de la. Ça s'appelle une photocopie, hein, à un moment donné, Oui. c'est un peu faire un faux, quoi. Ouais. Oui, après, il y a l'éthique de l'artiste aussi. Et, je pense pas que les artistes s'amusent trop à ça parce que si un artiste est pris la main dans le sac en train de faire ça, c'est sa réputation qui va Oui, ça, du prendre coup, oui, ça va être. un sacré coup. Donc, Je pense que l'éditeur doit un peu veiller au grain là-dessus parce que c'est aussi son intérêt. Donc, voilà. carrément. Tu as vu à la FNAC, il y a 50 numéros 1 de planche originale de... Non, il y en a un petit souci, monsieur. Peut-être qu'il les fait à la chaîne.
Oui, que des numéros 1. En fait, c'est con. Il s'est compté que Le jusqu'à 1. Le mec, il fait 22 planches par mois, mais 22 fois la même. Pour en revenir à ta problématique de départ aussi, qui a affiché donc une planche originale au mur, à mon avis, il y a aussi 2 problèmes qui ressortent. Petit 1, ton niveau de connivence et d'intérêt avec ta partenaire pour le 9e art, ou le 7e, ça dépend si tu es en réduction ou pas. Parce qu'effectivement, ça ne plaît pas forcément non plus à tout le monde. Pour certaines planches, on va dire, ça pourrait faire des tableaux. Après, le sujet n'est pas forcément du goût de tout le monde. Quand il s'agit d'une planche donc de travail, avec des croquis, des esquisses, des post-it, des machins, voilà, ça reste un document de travail. Donc en termes d'affichage en plein milieu du salon, on n'en est pas encore à avoir une ébauche de Vinci ou d'un truc comme ça qui effectivement, pour le coup, est un peu plus reconnu en sanguine ou autre. Deuxième problème, le nombre de zéros sur le prix. Voilà, là je pense qu'on touche aussi aux limites budgétaires de tout un chacun, et c'est là que je redeviens cynique et que clairement on revient sur aussi soit la gaufre parce qu'on a le budget pour et qu'on est un passionné, soit c'est que ça reste un placement avec du coup aussi un marché, donc avec de l'achat, de la revente, etc. C'est un peu comme les voitures. Oui. Voilà. Donc les deux limites à mon avis sont celles-ci, une très terre à terre et qui peut toucher monsieur, madame, tout le monde, et donc le conjoint ou la conjointe, et l'autre plus compliqué à obtenir, à savoir le bon nombre de zéros sur le chéquier. Après, ça dépend quelle hauteur tu prends, mais oui. Encore une fois, si c'est pour avoir l'esquisse de Kevin, c'est moins bien. Mais c'est moins cher. Mais Kevin était déjà une esquisse en lui-même. Tu veux afficher au mur, Kevin? Alors on va, je pense, laisser l'esquisse à ce niveau-là. Mais je crois qu'on va clore là-dessus. Où est-ce On a notre question habituelle. Pardon, oui, excuse-moi, c'est vrai. Votre dernière découverte, comics, BD franco-belge, manga, enfin n'importe quel soit le lieu géographique. Et l'époque, même si c'est sorti il y a 40 ans, mais vous venez de le découvrir, vous avez fait waouh! On vient de le découvrir. Alors ça c'est compliqué. Micro. Oh, vous l'avez dit, enfin vous venez, c'est le dernier truc, vous avez fait waouh! Cubitus. Bah, le dernier truc que j'ai lu, c'est Civil War 2 que je suis en train de lire et j'ai pas fait wa. C'est Civil War? Non. Non. Civil Power. Ouais. Civil Power. Alors, finesse. On vous prend un peu de cours. Normalement, on pose la question avant pour vous préparer, mais. Mais sauf que là, j'ai oublié, en fait, c'est ma faute. Il n'y a pas de souci. Je réfléchis, je prends 2 minutes parce que là, je suis plus dans une période roman que. Alors, est-ce que du coup, l'un de vous deux peut répondre où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà pour avoir des informations sur votre asso, et quelles sont les manifestations qui sont prévues par vous dans les mois qui suivent? Comme ça, du coup, l'autre peut continuer à réfléchir Allez, on fait en comme parallèle. Il sous-entend par là ne pas donner votre adresse postale. Hein. C'est où est-ce qu'on vous trouve sur Je croyais Facebook? qu'il voulait mon 06. Non. Ok, j'ai parlé de l'assaut, je te remercie Tizak d'essayer de pervertir Alors tout. tous les vendredis, on est sur le rond-point de la Gremeuse. Tu salis tout. L'abribus numéro 48. À côté de Janine. Et donc, pour le côté plus réaliste, Merci Laurie, vas-y. je t'en prie, je te sens un peu désespérée, je suis là pour t'aider. Donc, on a une page Facebook, tout simplement, qui est très facile pour nous à gérer vu nos compétences pitoyables en informatique. Donc, qui s'appelle À l'ombre des bulles. Il suffit de le taper, vous nous trouverez assez facilement. Pour nous joindre pour toute question, on a tout simplement une boîte mail l'ombredesbulles@gmail.com. Il faut pas mettre le A avant, sinon ça n'arrivera pas. Voilà, du coup, vous pouvez nous poser des questions diverses et variées sur ce qu'on va faire, etc. Ensuite, on n'a pas de site internet, comme je vous disais, malheureusement, on n'a pas les capacités. En tout cas, aucun des membres ne saurait le faire pour l'instant. Donc, we need you. Si vous voulez devenir membre de l'association et vous occuper du côté aussi communication sur ça, il n'y a pas de problème.
pour l'instant, pour suivre nos news et découvrir là où on va arriver, il faut rester sur Facebook. Donc nos prochains événements, ça va être une petite tournée dans le sud, qui s'intègre à une plus grande tournée d'un artiste français qui s'appelle Mast. Qui est fini en fait. Comment? Ah oui. Qui est fini, Qui est la fini, tournée vient de effectivement. se Ouais, vient de terminer. se finir. Oh, C'était crevant, mais c'était Oui, génial. d'ailleurs, Mais, c'est pour ça euh, qu'elle est à moins de. Il a été fabuleux, franchement, top. Qu'est-ce qu'ils font ça bien quand même. Ouais, ouais. Et du coup, Tricheur professionnel, quoi. le prochain événement, c'est notre participation annuelle au Festival des Calanques et des Bulles. Non, mais il est terminé. Non, ce Non, il est pas- coup-ci, il n'est non, pas non. terminé. Il est peut-être terminé, mais on parle pas de la même chose. Donc, où on organise le pôle comics depuis 3 ou 4 ans déjà. Donc, là aussi, entrée gratuite, free sketch avec les 4 artistes dont on vous a parlé pendant l'émission. Est-ce que nous avons ensuite... nous participons aussi depuis l'année dernière au Festival de la Seine-sur-Mer, où nous avons un artiste comics qui se déplace exprès, toujours dans les mêmes conditions de dédicace. Et cette année, rien que pour vous, 2 artistes. Et oui, parce que plus ça va, plus on fait fort. Et ce sera qui? Je sens qu'ils vont pas nous donner de nom. Je sens qu'ils vont pas nous donner de nom. Ils vont Est-ce pas qu'on me le le- dire. Ça dépend. Faut... Alors, Ah, il ressort le vin. On nous resserre du vin pour nous, Voilà. faire parler. Voilà, faut Voilà. bien nous courtiser, faut nous brosser dans le sens du poil. Alors, pour la petite anecdote, en fait, si on est réticent à donner les noms d'artistes à l'avance, c'est parce qu'à chaque fois qu'on a donné un nom d'artiste sans avoir acheté le billet d'avion ou de train, l'artiste a annulé. Mais systématiquement. On vient de m'enlever mon verre de vin. Enfin, ma tasse de vin. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on a un petit peu cette superstition qui nous est tombée depuis 4 ans de voir annuler. Donc, Et en plus, vous pouvez même nous torturer et me tirer les poils pubiens. Je ne pourrais même pas vous dire qui sera là. car la programmation est en cours. Ok. Voilà, mais moi, du coup, ça faisait plus crédible. Ça faisait plus sérieux, en tout cas. Ou alors peut-être que Florian voulait vraiment que lui tire Et les poils. pour les bien. poils pubiens, Ouais. tu as une demande à faire, une annonce à passer auprès de nos auditeurs? Ah non, pas du tout, mais c'est que au niveau torture, c'est pas mal. Ah! Non, mais voilà, moi je pense à l'association. Notre torture, c'est de devoir annuler, de devoir annoncer au public qu'un artiste a annulé. C'est assez perturbant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a on attend un peu pour donner les noms. Ok. Voilà. Alors, maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir, votre dernière découverte. Alors j'hésite, c'est dur de choisir un. J'ai réfléchi à un moment, je sais pas si je vais vous parler de Lazarus, qui est pas 9-9. Je crois que le 5e tome va sortir bientôt et putain j'ai hâte. Il va falloir que je l'achète. Glénat, il nous envoie plus les. Oh les salauds. Il nous envoie les PDF maintenant, donc. Mais est-ce que je vous parle de Lazarus et est-ce que je vous dis à quel point c'est génial? Est-ce que je vous parle de Bloodshot Reborn? Et je vous dis à quel point c'est génial aussi. Parle-nous plutôt de ça, parce que Ouais, ça, Lazarus, on en a déjà parlé, on l'a dit Lazarus, déjà. on connaît, on a déjà parlé. Donc. Vous en avez déjà parlé? Ah bah, je vais plutôt vous parler de Bloodshot Reborn alors. Donc c'est édité par Valiant aux US, c'est édité par Bliss Comics en France. Et alors comment résumer? Ça peut faire penser au Punisher, mais pas du tout. Voilà, démerdez-vous avec ça. Florian. Drop the mic, je me barre. Ok. Ben les gars, des fois on se disait quand même que sur le pitch on n'était pas très très bon. Je trouve que voilà, ça c'est vendeur quoi. Ok, on prend exemple sur ça les gars maintenant. Ah, on a envie d'en savoir plus tout de suite. Là, on va se jeter sur la BD. Bloodshot Reborn, c'est un mec qui s'est fait modifier par une sorte de, pas par le gouvernement américain, mais par une société, une société annexe du grand capital américain, modifié à coups de nanite, et c'est devenu une machine de guerre ultime. Il bute les gens, il se régénère, enfin voilà, c'est la machine.
Sauf que quand l'histoire démarre de Bloodshot Reborn, il a plus ses nanites. Et il est à la recherche de son identité. Et en fait, il va vite se rendre compte que sa vie, elle fait pareil. Être une machine de guerre sans cœur et sans libre arbitre, c'était pas satisfaisant. Donc il voulait chercher son identité. Et là, au final, il est libéré de cette malédiction, mais il y a un manque, il y a un vide. Il est plus rien. Et en plus de ça, il y a son passé, ou quelque chose de son passé qui commence à revenir. Donc j'en dis pas plus pour vous le laisser découvrir. C'est super bien dessiné. Le premier tome, c'est Miko Suayan qui dessine. C'est un artiste philippin, si je dis pas trop de conneries. C'est super sombre, c'est mais hyper détaillé, c'est super beau. Et voilà, c'est un de mes coups de cœur de ces derniers temps, pas de ces derniers mois parce que le premier tome est sorti l'année dernière. Mais c'est super bien, comme pas mal de titres de l'univers Valiant. Ouais. Je vois Tizak qui opine du chef. Je pense que sur le dessin, il doit trouver sa classe aussi. Oui, je suis allé regarder du coup quelques planches sur Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et franchement, ça dépote pas mal. La colorisation est vraiment sympa. Ouais. Et le style varie entre des planches très colorées de fight avec ça bouge quoi, hein, c'est assez dynamique, et d'autres planches qui sont plus monochromes ou trichromes, noir, blanc, rouge, ce genre de choses, et qui ont de la gueule quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Les couleurs sont, on dirait un sort de noir et blanc principalement, avec la couleur rouge qui ressort vachement. Et comme Bloodshot est pas seul dans sa tête. Lui aussi. Il va avoir notamment un personnage qui a un style graphique totalement différent du style graphique dominant. Et ça sert, il y a vraiment du sens dans l'histoire et c'est excellent de voir un personnage totalement cartoony dans un univers hyper réaliste. Ça, je crois que ce sera peut-être un bon achat, les gars, hein, à vos portefeuilles. Alors, les mecs qui bossent. Hein. T'as réfléchi, Laurie ? Dur d'enchaîner avec ça, surtout qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. C'est pas grave, au contraire. Tu peux ignorer la merde dont il nous a parlé, parler d'un truc beaucoup plus intéressant. Et voilà, comme je disais, moi je lis un petit peu moins que le reste de l'association, en tout cas sur de la bande dessinée, parce que je suis principalement sur des romans. Donc je vais vous parler plutôt de choses qui sont un peu plus anciennes, que vous connaissez peut-être déjà. Enfin, en tout cas, il y en a une dont je suis persuadée que vous connaissez, c'est Long John Silver de Mathieu Loffray. Où là, on va parler du côté graphique juste époustouflant, notamment la couverture du tome 3, il me semble, où un bateau rentre dans le bayou. Enfin, c'est bluffant. Moi, toutes ces peintures et toutes ces œuvres sont assez excitantes, hein, je peux le dire. Je n'ai pas peur des mots. Côté histoire, donc moi qui suis passionnée aussi de tout ce qui est piraterie, on reprend donc la suite de Long John Silver, qui est le personnage principal de l'île au trésor. Pour ceux qui veulent connaître un petit peu avant, je vous conseille la série TV Black Sails, qui est quand même très sympa aussi. Donc côté scénario, c'est la suite de la vie de Long John Silver, pirate un petit peu délabré par toutes ses aventures, qui est un peu le parangon du pirate qu'on imagine maintenant, avec son perroquet, la jambe de bois. C'est Long John Silver qui a inspiré toute l'imagerie de la piraterie qu'on a maintenant. Donc du coup, le dessin est absolument fabuleux. Le scénario au début m'intriguait beaucoup. Et j'en dirais pas plus, mais à une fin plutôt étonnante. Je m'attendais pas à ça. Mais une série qui se termine assez rapidement. Je crois qu'il y a 4 ou 5 volumes. 4 tomes. 4 tomes.
Donc ça se dévore. Ils sont tous sortis en plus, donc c'est assez pratique vu qu'on est sur du franco-belge, donc vous n'avez pas à attendre un an entre chaque volume. Donc si vous ne les avez pas encore lus, faites plaisir à vos yeux déjà, lisez-les, ça vaut vraiment le coup. Et tu avais même sorti une édition oui. en grand format qui était de toute beauté. Mais hors de mes moyens. Disons qu'en fait, là, le prix de vente au départ n'était pas énorme, mais maintenant... Mais parti très vite, voilà. Maintenant, c'est de l'occasion, c'est des trucs de ouf, quoi. Voilà. Mais en très grand format, c'est des dessins absolument splendides. Voilà, là, on revient aussi sur le côté œuvre d'art des planches. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et sinon, dans un style, mais alors complètement différent, complètement opposé, le Château Latente. Je ne sais pas si vous connaissez. Yes. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'émission ou pas. Je vais peut-être pas m'étendre, mais en tout cas, un style vraiment très différent, puisque là, on est sur une artiste qui dessine en noir et blanc. On n'a pas de colorisation. C'est une reprise, en fait, de l'histoire de La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant se réveille, elle se rend compte que elle a passé beaucoup de temps dans son château et elle se barre. Elle s'en va, elle va vivre sa vie et on va suivre les aventures de ceux qui sont restés dans le château Latente. Une petite reprise des fables que l'on connaît, pour ceux qui aiment bien aussi tout cet univers de fables qu'on retrouve de plus en plus dans les comics d'ailleurs. C'est assez intéressant. Un style graphique par contre très particulier, faut apprécier. D'ailleurs, elle a fait un numéro de fables seulement. Elle a fait quelques pages de fables, Linda Medley. Mais voilà, c'est très différent, mais une lecture très posée qui vous donne le sourire, qui est très agréable. Vraiment. Même si le dernier tome, j'avais trouvé c'était un petit peu du vol, quoi. Effectivement, quand on voit le premier tome, en plus l'édition française, je sais pas pour les autres pays, mais l'édition est magnifique puisqu'on a l'impression d'avoir un vieux livre, une couverture cuir, une reliure magnifique. Et ça a changé d'éditeur. Et ensuite, on s'est retrouvé avec un tome 2 qu'on a attendu fort longtemps en plus, pour qui soit pas complet, qui sorte un tome 2 bis pour finir. Voilà, et du coup, on s'est retrouvé avec un dernier tome qui faisait à peu près un quart de la taille du premier. Donc, on avait l'impression de lire un petit peu en attendant celui qui arrive, quoi. Et l'impression de se faire arnaque, un petit peu ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais ça, je pense pas que ce soit malheureusement l'artiste que je sais. Je pense, ouais. Voilà, que je salue quand même parce que effectivement, elle a fait un très beau travail. Beau travail aussi des traducteurs parce que The Waiting Castle avec tout le vocabulaire des fables, etc. est très très bien rendu. La lecture est très fluide, donc ça peut plaire justement à des personnes qui n'aiment pas forcément le super-héros, le mainstream, etc. Donc voilà, ça serait un de mes petits coups de cœur à donner. Eh bien, merci beaucoup. On va donc se quitter. Donc, vous pouvez nous laisser des messages sur la voie des bulles. N'hésitez pas, Tizak, de toute façon, ne les lira pas et n'en parlera pas. Voilà, merci Tizak. On va changer la formule du courrier. Non, mais on va trouver autre chose pour lui. On vous retrouvera donc sur Décalanque et des bulles le 23 et 24 avril. Et ensuite le festival donc de la Seine-sur-Mer. Là, je ne sais pas. J'ai pas la date. Mais bon, qui est début juin. Alors, donc, le nom du festival, c'est le festival Bulle en Seine. C'est en juin. Et donc, je fais durer le suspense pour récupérer mon agenda. Donc, c'est au mois de juin. Et ce sera les 10 et 11 juin. Ok, merci beaucoup. Nous, autre chose, Pierre, que tu as envie de dire ? Donnez-nous des sous sur Tipeee. N'hésitez pas, oui, surtout. Et des étoiles sur iTunes. C'est pas lui tout à l'heure qui disait oh là là, t'as pas honte. Non, moi je demande pas aux invités, je demande à nos auditeurs. D'accord, ça passe. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous nous retrouverez dans 15 jours pour un One Night Club classique. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao et merci de nous avoir invités. Et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bye bye. Surtout ce que vous êtes restés jusqu'au bout, c'est surtout ça qui est plus étonnant. Comme ça non plus, ça va pas durer.